Ça dans le groupe. Une demi-heure, c'est discussion incluse, d'accord? Surtout que maintenant on est en fin de journée, donc j'espère que vous allez respecter. Bonjour. D'abord ça fait, la d'abord Benetna, là, 20 minutes. Très bien, Eleni. Oui, il est au fond là. Eleni. Ah, c'était pas toi en particulier, hein, je ne visais pas. Alors, Je l'ai Eleni. passé un petit peu aussi tout à l'heure. C'est intéressant. Peut-on identifier les patients à risque d'anaphylaxie? C'est ça la médecine prédictive, c'est ça? On verra si c'est si prédictif que ça. Hein. Est-ce qu'on peut avoir, s'il vous plaît, la topo? Merci beaucoup. Donc, si vous me posez la question, peut-on prédire l'anaphylaxie sévère? Donc, je vais vous répondre non, et je m'en vais. Donc, si on peut identifier donc, des facteurs de risque d'anaphylaxie sévère chez nos patients, ça, je reste et on discute. Donc, maintenant, est-ce qu'on peut un peu bouger la présentation pour voir... vous pouvez me donner la main, s'il vous plaît? Pour modifier les dias? Parce que là, ça ne marche pas dans aucun sens. Non, ça ne marche pas du tout. Donc, voilà. Donc, là. Non. Non, je reviens. Voilà. Oui, voilà. Oui, c'est bon. Ça marche. Ça marche. Donc, j'ai aucun conflit d'intérêt. Donc, oui. Donc, pourquoi ça ne... Non, là, c'est pas bon. Je réessaye moi. Bon. Donc, on sait tous qu'est-ce que c'est une anaphylaxie. On sait que ça peut être sévère. On sait que ça peut tuer. Voilà. Donc, quels sont les critères diagnostiques? Ça, vous les connaissez aussi. Ça, c'est les guidelines de l'Académie européenne d'allergologie et immunologie clinique, qui était de 2014, update en 2021. Donc, ça, on a la même chose. Donc, un début brutal, et quand je dis brutal, donc là, ça a été révisé. Donc, ce n'est pas que dans les minutes, mais ça peut survenir même dans quelques heures après, avec des symptômes cutanés ou muqueux et au moins des symptômes ou signes respiratoires et ou une hypotension artérielle, ou deux ou plus de critères, donc parmi lesquels une atteinte cutanée ou muqueuse avec des symptômes ou signes respiratoires, une hypotension artérielle, des symptômes gastro-intestinaux persistants. Et quand on parle de persistant, ça veut dire quoi? On verra dans la nouvelle classification de VAO, donc on parle des symptômes pendant 20 minutes, ou une hypotension après contact avec un allergène connu pour ce patient. Et là, quand je dis, de nouveau, je ne peux pas les bouger, donc quand je peux dire, vous pouvez le... Voilà, ça ne marche pas de nouveau. Voilà. Donc, quand on parle de connu, donc là, ça a été changé dans la définition de la VAO, parce qu'on dit, donc, après l'exposition à un allergène connu ou très probable pour ce patient. Donc, qu'est-ce que c'est une anaphylaxie sévère? Ça dépend de quoi on parle. Donc, c'est persistante, c'est plus que 4 heures. C'est réfractaire, donc c'est très peu d'entre eux, donc 2 à 3%. Donc, qui nécessite une adrénaline 3 doses ou plus, ou l'absence d'amélioration après l'administration de 2 fois 300 microgrammes d'adrénaline. 300 mg d'adrénaline. Donc, biphasique, si ça récidive dans les 48 heures après une résolution initiale des symptômes, qui se sont arrêtés pendant 1 heure et qu'il n'y a pas de nouvelle exposition ou de persistance de l'exposition allergénique. Et fatal, heureusement que ce n'est pas si fréquent que ça, parce que ce n'est que 1% des hospitalisations et 0,1% des gens qui vont aux urgences. Et là, quand on regarde quelle chance on a de mourir par anaphylaxie, donc par rapport à d'autres causes, donc on voit que chez des patients d'une population tout venant, on a plus de chances de mourir par crime ou par d'autres causes. Mais si on regarde des patients qui sont connus allergiques donc aux aliments ou aux médicaments, donc là on a plus de chances de mourir par ça que par crime aux États-Unis ou en Europe. Et là, quand on parle d'anaphylaxie sévère, ça dépend aussi de quelle
de quelle classification on parle, parce qu'en fonction de différentes classifications, on aura d'autres choses qu'on a anaphylaxie sévère. La plus connue, donc celle de Ring et Mesmer. Donc on parle d'anaphylaxie, comme on a déjà bien dit, donc à partir de grade 2. La classification de Müller aussi, donc à partir de grade 2, je parle d'anaphylaxie, qui est utilisée plutôt pour les venins d'hyménoptères. La classification de Brown, donc là aussi à partir de grade 2. Et ce que est sévère, donc on voit dès qu'on parle des symptômes, donc les symptômes cardiovasculaires sont présents à chaque fois dès qu'on parle de la sévérité. Et là, c'est la classification donc, pour la chimiothérapie qui est bien critiquable parce qu'on parle donc déjà dans le grade 2 d'urticaire, de dyspnée. Je suis d'accord, professeur Nicolas, que c'est un symptôme subjectif, mais ça peut être quand même un témoignage d'un bronchospasme. Et à partir de grade 3, donc on a un bronchospasme accompagné ou non d'urticaire où on parle même d'hypotension. Là, je suis bel et bien dans une anaphylaxie qui nécessite de l'adrénaline. Et là, quand je vois qu'on met qu'au grade 4 l'anaphylaxie, il y a un problème. Donc, le syndrome de Kunis, ça, on a déjà parlé hier du syndrome coronarien aigu dans le cadre d'une réaction anaphylactique. Oui, ça témoigne aussi et ça peut être sévère. Donc, il y avait un besoin d'une harmonisation d'un score donc, pour les réactions aiguës allergiques ou non allergiques, parce qu'en anaphylaxie, bon, c'est clinique. Et là, vous voyez donc on parle que d'une sévérité, donc des symptômes cutanés jusqu'aux signes cardiovasculaires. Signes cardiovasculaires, c'est le plus sévère. Et bien sûr, donc le traitement par adrénaline. Et en bas, je vous ai mis juste la classification simplifiée, gradant 2 et 3 à droite, donc 3 sévères. Et là, qu'on peut les diviser encore. Mais bon, quand on voit grade 2A et 2B, c'est la même chose, symptômes cutanés plus symptômes digestifs. Donc, la classification donc, en face, donc, léger, modéré et sévère, donc, qui implique des symptômes laryngés, cardiovasculaires et neurologiques, donc pour l'allergie alimentaire. Et elle est bien traduite par Dr Guillaume Poussel dans cet article. Et la nouvelle classification de la World Allergy Organization qu'on commence d'utiliser de plus en plus, même pour les déclarations au niveau du réseau d'allergovigilance. Je vous passe les mécanismes immunologiques, non immunologiques dont on a déjà parlé dans les autres présentations, mais juste vous dire qu'une personne sur 300 en Europe donc, peut faire une anaphylaxie au cours de sa vie. Le traitement, c'est l'adrénaline. Et quand je parle donc de facteurs de risque d'anaphylaxie, donc pour l'anaphylaxie sévère, donc le plus qu'on est âgé, le plus qu'on a de chances de la faire, et de sexe masculin. Les maladies sous-jacentes pulmonaires, cardiovasculaires, les hospitalisations pour anaphylaxie, mastocytose, c'est aussi des facteurs de risque. Les choses les plus impliquées, c'est les médicaments, les venins. Et quand on parle de iatrogénie, c'est aussi les réactions péropératoires. Les bêta-bloquants, les IEC, les FOR. Pour la réaction biphasique, les antécédents d'anaphylaxie, l'anaphylaxie idiopathique et les manifestations avec hypotension et problèmes respiratoires. Et bien sûr, donc, pour l'anaphylaxie biphasique fatale, donc l'administration tardive de l'adrénaline ou l'anaphylaxie réfractaire qui nécessite plusieurs doses d'adrénaline. Donc là, on a déjà parlé donc, de la répartition, quelles sont les allergies, les choses alimentaires qui peuvent nous donner de l'anaphylaxie. On a bien sûr des modifications en fonction de la région et des modifications de régime alimentaire. Et j'ai mis cette dia juste pour dire qu'au Maroc, on a plus la cacahuète et l'œuf. Donc ici, vous avez les aliments qui sont plus impliqués dans les réactions sévères dans l'allergie alimentaire. Et là, on a en Europe donc la cacahuète et les fruits à coque, aussi chez l'enfant que chez l'adulte. Et aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie, donc on voit également donc cet arachide et les fruits à coque. Pour les venins, donc là, si on part en voyage, donc vous voyez qui peut nous donner les frelons,
les fourmis et autres que je vous passe. Et pour les réactions péropératoires, donc il y a une très importante variabilité géographique pour leur incidence et on voit que les choses qui sont les plus fréquemment impliquées sont les curares, mais ça dépend où je suis, ou les antibiotiques, ça dépend aussi du point de vue géographique. Et n'oublions pas les désinfectants, la chlorhexidine, on a déjà parlé, c'est juste à la chercher. Donc, pour les allergènes moléculaires, donc on a déjà parlé ce matin de l'LTP. Là, on voit que le plus qu'elles sont thermorésistantes ou résistantes à la digestion, le plus elles vont être pourvoyeurs des réactions sévères. Et les facteurs de risque d'augmentation de la réaction allergique aux LTP, ça, on a déjà discuté des facteurs protecteurs et des facteurs aggravants ce matin. N'oublions pas donc que maintenant je vis en Provence, donc j'ai rencontré des pêches, j'ai rencontré des amis. Donc là, il y a docteur Klangeville donc, qui a publié donc, cet article donc, sur la gibberelline-related protein. Et ça, on voit simplement, donc je vous ai mis ça, pour voir donc, que les patients, le plus c'était sévère, le plus c'était sensibilisé donc, au Prupé7. Et là, on voit le taux de Prupé7 chez les patients qui étaient en grade 3. Donc, au Prupé7, on n'est pas qu'en Europe et pas qu'en Méditerranée, mais aussi au Japon, donc on peut avoir cette allergie. Et ça, on se sensibilise via le cèdre du Japon. Et le risque, c'était le taux des IgE de Prupé7, donc comme en Europe, l'âge et la sensibilisation à l'armoise et au pariétaire. Ce slide, on l'a vu ce matin, juste pour vous dire donc, la sévérité de syndrome LTP, donc elle est augmentée si je suis sensibilisée à plus que 5 LTP, si je suis sensibilisée au RH9, CORA8, mal détroit, mais en sachant que RH9 c'est plutôt au sud où ils sont, et RH2 si je parle du nord. Et les facteurs protecteurs, on les a vus. Pour la tryptase, on a déjà discuté, mais juste pour vous dire que il y a un facteur de risque donc, qui est l'alpha-tryptasémie héréditaire donc, et surtout pour les réactions allergiques au venin d'hyménoptère et pour les réactions anaphylactiques idiopathiques dont vous a parlé professeur Nicolas tout à l'heure. Donc on peut quand on la cherche, quand on a une tryptase supérieure à 8 microgrammes par millilitre, et j'insiste sur le fait qu'on a un risque d'anaphylaxie sévère qui peut être fatale si j'ai une association de désordre mastocytaire plus une alpha-tryptasémie héréditaire. Donc, si j'ai une mastocytose associée à l'alpha-tryptasémie héréditaire, ça peut être un cocktail fatal. Donc, pour ça, donc, je vous montre exactement la même chose. Et là, juste pour vous donner, donc, sans insister pour chacune, mais il y a Moïse et Michel avec Joanna Witt et Caroline Klangeville qui ont fait cet article où vous voyez, donc, quand c'est supérieur à 5, j'ai des risques de réaction sévère au venin d'hyménoptère. Supérieur à 6,5, oui, si j'ai des réflexes. Et quand c'est supérieur à 8, je cherche l'alpha-tryptasémie héréditaire. Le supérieur à 20, on a déjà discuté, c'est un des critères de mastocytose. Et je vous invite donc à lire pour la suite pour ne pas consommer beaucoup du temps. Donc, pour les cas de réseau d'allergovigilance, donc entre 2002 et 2020, Guillaume Poussel donc, a sorti 3510 cas d'anaphylaxie, dont 70 étaient de grade 4 et 25 étaient décédés. Et là, j'aimerais juste vous dire qu'un tiers d'entre eux, de ceux qui étaient sévères, avaient de l'asthme et qu'un des symptômes était le bronchospasme. Et aussi, il y avait les maladies cardiovasculaires qui étaient aussi un facteur important de sévérité. Donc, en ce qui concerne la population pédiatrique, ici, on a les admissions aux soins intensifs en France entre 2003 et 2013, donc pendant 10 ans. Et là, on voit que le plus pourvoyeur, donc il y avait la moitié qui était des médicaments, les aliments 37%, et aussi l'asthme qui apparaît donc comme facteur
facteurs de risque d'admission aux soins intensifs pédiatriques et également les manifestations cardiovasculaires et respiratoires. Donc ça, bien sûr qu'on connaît tous les cofacteurs et on a déjà discuté. Juste pour dire, pour les réactions aux médicaments, donc c'est plutôt chez le plus on est âgé et les femmes ont plus de risques. Et là, donc pour les médicaments, donc le plus on est âgé, le plus on a des maladies cardiovasculaires, on a plus de risques donc d'avoir des réactions sévères aux médicaments. Pour l'aliment aussi, de nouveau, ça revient à l'asthme. Et ici, on parle donc des anaphylaxies fatales qui étaient quand même donc associées à l'asthme dans un pourcent qui était non négligeable des cas. Donc, maintenant, pour le venin d'hyménoptère, ça on a déjà dit, donc c'est la mastocytose plus alpha-tryptasémie héréditaire et le fait d'être de sexe masculin et d'avoir des comorbidités cardiovasculaires. Et là, je vous ai mis ça donc, parce que ça, c'est le dernier article de Luciana Tano dans le Bao Journal l'année passée. Et ici, on a la population française. Et là, on a les facteurs de risque par cause. Donc, il y a plus de risques donc, pour les médicaments en France si je suis une femme, si je suis âgée plus que 54 ans, et si j'ai des comorbidités cardiovasculaires et respiratoires, dont l'asthme. Pour l'anaphylaxie sévère induite par les aliments, donc si je suis une personne de sexe masculin, si cette population est plutôt plus jeune, donc avec des adolescents et des enfants, et parmi les comorbidités, ça apparaît donc toujours l'asthme. Et pour les venins d'hyménoptère, donc ça c'est exactement donc, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc le sexe masculin, des personnes d'un âge moyen avec des maladies cardiovasculaires ou des désordres mastocytaires. Donc, en conclusion, l'anaphylaxie, c'est une réaction immédiate qui peut être sévère. Il y a plusieurs classifications. Donc, quand je parle d'une anaphylaxie sévère, donc il faut savoir de laquelle classification je parle, ou si je parle de réfractaire, biphasique ou autre. Et les facteurs de risque d'anaphylaxie sévère vont dépendre, donc on a vu, de la source, et celle-là, ça va dépendre dans quelle zone géographique je suis. Aussi, on a parlé donc de la matrice, des allergènes moléculaires. Le plus que c'est thermostable, le plus que c'est résistant à la digestion, le plus que ça peut être pourvoyeur d'anaphylaxie sévère. Aussi, des facteurs individuels. On a vu l'âge, on a vu le sexe pour certaines sources. On a vu les comorbidités, dont les maladies cardiovasculaires. Et j'insiste, oui, l'asthme aussi. La valeur de la tryptase basale, les comorbidités, la médication concomitante, dont les IEC, les bêta-bloquants, et des facteurs qui étaient, dans toutes ces études-là d'anaphylaxie fatale, des facteurs situationnels, donc le retard de l'administration de l'adrénaline. Et il y avait aussi dans les études la position assise, donc il y avait des patients où on a essayé de les mettre debout, où on les a transportés assis dans l'ambulance, et bien sûr le rôle des cofacteurs dont on n'arrête pas de discuter. Je vous remercie beaucoup et j'espère que cette fois, j'ai respecté le temps. Bravo. Et tu as répondu à la question au final. C'était ça, donc d'essayer de répondre à la question. Donc je ne peux pas le prédire, mais il y en a des facteurs de risque qui peuvent être individuels, liés à la source et liés à d'autres choses. Oui, je vais faire. Merci. Et, voilà, je suis là. Il y a une question. Ouais. Merci Elénie pour ce beau topo. Je suis là. Ah, d'accord. Alors finalement, pour qui il faut prescrire de l'adrénaline, mettre l'adrénaline dans la trousse d'urgence? Et deuxième question, est-ce que tu as une explication physiopathologique pourquoi le sexe mâle il est plus prédisposé à faire des anaphylaxies? Puis la troisième, pourquoi cette anaphylaxie est réfractaire? Pourquoi certains décèdent malgré qu'ils aient reçu de l'adrénaline?
Merci beaucoup. Donc, pour la première question, donc à qui on donne une trousse d'urgence avec l'adrénaline, bah, à toute personne qui a fait une anaphylaxie dans la vie. Et c'est pour, dans ce sens-là, bah, il y a les recommandations de l'Académie européenne qui sont claires. Quand on donne un stylo d'adrénaline, quand on donne deux, et quand c'est nécessaire, bah, de la donner. Donc, pour toute personne qui a fait déjà une anaphylaxie. Pour répondre à la deuxième question, donc pourquoi le sexe mâle... À part quelqu'un qui a fait de l'anaphylaxie, quelle est cette population? Il y a... Parce que c'est 1 million de pas qui sont prescrits. Normalement, donc c'est ça. Il y en a quand même dans une étude 2 avec le syndrome LTP où on a dit quand même de mettre de l'adrénaline dans la trousse d'urgence. Donc s'il y avait surtout des personnes qui voyagent dans des endroits où il n'y a pas de médecin ou chez des gens qui ont fait une anaphylaxie avec des cofacteurs. Donc pour l'LTP, c'était LTP plus cofacteur. Voilà. On voit l'adolescent là dans une de tes plaques. L'adolescent, il est à risque de faire une anaphylaxie. L'adolescence, c'est aussi le comportement, c'est aussi dans la gestion des aliments à risque. Il y a plusieurs facteurs. Peut-être que l'éducation thérapeutique peut mieux. Voilà. Le truc, c'est qu'on s'assure quand on donne la trousse d'urgence, mais il y a toute une éducation thérapeutique derrière. Est-ce qu'on va l'utiliser? Parce que les patients qui ont été contactés par après, oui, ils ont bel et bien fait une anaphylaxie, mais la trousse d'urgence n'a pas été utilisée. Pour répondre très court à la deuxième question, pourquoi des mâles? Donc ça, je n'ai pas de réponse donc, à vous donner. Voilà, donc on sait que chez la femme, pendant donc il y a des influences hormonales et tout ça en fonction de menstruation, de grossesse, de tout ça. Pour l'homme, je ne sais pas vous répondre, donc voilà. Et la troisième, c'était donc pourquoi il y a certains qui décèdent malgré l'administration de l'adrénaline. Ça, je pense que le professeur Michel Mertès de Strasbourg qui pourra vous répondre beaucoup mieux que moi, parce qu'il y a beaucoup d'autres choses sur lesquelles l'adrénaline ne réagit pas, surtout pour les réactions péropératoires. Et on parle beaucoup de facteurs d'activation plaquettaire, voilà, des antipaf, des choses comme ça. Mais ça, je pense que c'est le sujet d'une autre présentation. Très bien, merci. Il n'y a plus de questions? C'est bien, on a fait le tour. Ouais, vas-y. J'ai une petite question. C'est ici. Ici. Ouais. À gauche. À gauche. Alors, encore une question naïve d'une personne qui n'est pas du domaine d'allergo. Est-ce qu'il y a une ère, on a entendu parler d'une ère pré-Covid, post-Covid pour le développement d'anaphylaxie, apparition de... Est-ce qu'il y a des débats scientifiques, des publications dans ce sens ou c'est juste tout ce qui va avec Covid, vaccin Covid et tout ça? Non, mais c'était pas donc de vaccin Covid. J'ai parlé un peu hier des excipients, des choses qui sont rares, voilà. Mais d'ère avant Covid, post-Covid, non, voilà. Non. Pendant la période Covid, oui, parce que les gens ont vu moins des allergologues, ils ont fait leur anaphylaxie toute seule et que voilà. Mais sinon, non. Je n'ai pas cette notion-là de avant Covid, post-Covid. Rien de scientifique, en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour votre excellente présentation. J'invite tout de suite docteur...